Nous voici rendus dans la cinquième séquence de cette présentation, donc on est à mi-parcours. Dans cet exemple, dans cette étude de cas, où on revisite la publication de 1966 proposée par McLean et Anderson, et donc après avoir défini le domaine expérimental, après avoir justifié l'écriture d'une forme particulière de modèle polynomial pour interpoler à l'intérieur du domaine expérimental, eh bien on va définir le maillage de ce domaine expérimental qui va nous conduire à la fabrication de la matrice d'expérience. Donc c'est une séquence qui va être un peu plus longue que la précédente, qui est le cœur du problème quand on n'a pas de logiciel et que l'on veut à la main construire un maillage dans un polyèdre convexe. Et je répète que cette méthode est parfois bien plus efficace que l'utilisation d'algorithmes d'échange, que l'on présentera dans d'autres études de cas naturellement, lorsqu'on est en présence de 3, 4, voire 5 constituants. Alors, quelle est la problématique d'un polyèdre convexe et quelles sont les approches de maillage? Comment, dès lors qu'on est en présence d'un polyèdre convexe, on propose une matrice d'expérience aux expérimentateurs? Premier cas de figure, vous avez entre 3 et 5, parfois 6 constituants. La méthode proposée par McLean Anderson, qui est décrite dans la publication que nous sommes en train de revisiter, est largement suffisante, ne demande aucun moyen de calcul compliqué à mettre en œuvre. Par contre, on va le voir, sa limite, c'est 5 voire 6 constituants. Si par cas vous aviez plus de 5 ou 6 constituants, et tant que le nombre de constituants ne dépasse pas trop la dizaine de constituants, l'utilisation d'algorithmes d'échange qui ont été décrites dans la partie cours, qui font appel à des critères algébriques, notamment le déterminant de la matrice d'information, vont vous permettre, à partir des solutions informatiques présentes sur le marché aujourd'hui, de proposer un maillage qui sera un maillage algorithmique. Et enfin, si le nombre de constituants dépasse 15 constituants, il faut faire appel à des codes de calcul. Souvent, les logiciels disponibles au jour d'aujourd'hui, en 2015, n'offrent pas suffisamment de possibilités. Et on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus de méthodes géométriques de maillage. Alors revenons sur l'exemple qui nous intéresse. C'est finalement, quand on est en présence d'un nombre restreint de constituants, mais ça arrive, 3, 4, 5, parfois 6 constituants, comment la méthode proposée par McLean Anderson peut-elle se révéler efficace encore aujourd'hui pour proposer une matrice d'expérience aux expérimentateurs? Alors, le polyèdre convexe, nous avions dans la partie consacrée à la géométrie et à la définition du domaine, caractérisé le nombre de sous-espaces, le nombre de sommets, le nombre de faces, le nombre d'arêtes. Eh bien, maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin, il va falloir caractériser les coordonnées des centres de ces sous-espaces. Donc, les coordonnées des sommets, les coordonnées des milieux d'arêtes et les coordonnées des centres de faces et naturellement les coordonnées du centre du domaine. Et on voit poindre ici une similitude avec ce qu'avait proposé Henri Scheffé en 1963, c'est-à-dire 3 ans avant la publication de McLean Anderson, avec une méthode qui s'appelait la méthode Simplex Centroid Design, qui consistait à faire les centres de tous les sous-espaces. Mais attention, d'un simplex, un triangle équilatéral, un tétraèdre régulier ou un hypersimplex, ce qui était beaucoup plus simple à définir rapidement que dans le cas des polyèdres convexes. Et donc, c'est basé sur finalement cette proximité entre 1963 et 1966 que McLean et Anderson ont proposé une méthode, vous allez voir, qui est pleine de bon sens, en particulier pour vous convaincre que cette méthode est pleine de bon sens, on va utiliser bien la maquette que l'on a fabriquée il y a quelques séquences. Alors je vous rappelle que la maquette, on peut l'obtenir très facilement par pliage, c'est ce que vous voyez ici. Et comment sont définis les sommets? Les sommets sont définis à partir de l'intersection des contraintes, les coups de ciseaux ou les plans de coupe. Lorsque vous avez 3 constituants partant d'un sommet, vous allez définir 2 arêtes. Comme vous avez ici, vous le voyez, 4 constituants partant d'un sommet quelconque, vous allez pouvoir définir 3 arêtes. Mais ce qui est important, c'est que les sommets sont définis à partir de l'intersection des contraintes.
Alors, McLean-Anderson, dans leur publication de 1966, ont proposé une méthode générique qui marche d'ailleurs quel que soit le nombre de constituants, mais quand on veut la mettre en œuvre à la main, ben, il va falloir remplir des tableaux de plus en plus gros, sans que ce soit finalement si compliqué que ça. Vous allez réaliser autant de tableaux qu'il y a de constituants. Donc ici, McLean-Anderson, 4 constituants. Ces tableaux comportent 4 colonnes, puisqu'on a 4 constituants. Dans les colonnes, on va voir les proportions des constituants 1, 2, 3, 4. Et ils comportent, on va expliquer pourquoi, 2 puissance 4 moins 1, donc 2 puissance 3 lignes, 8 lignes. Vous allez remplir, vous allez choisir dans ces tableaux 3 colonnes que vous allez remplir par combinaison des contraintes inférieures et supérieures qui affectent les variations des proportions des constituants. Et la colonne qui est laissée vide, c'est là où vous allez calculer la valeur qu'il faut affecter aux cellules pour que la contrainte relationnelle soit satisfaite. Alors voilà de manière générique un tableau, le tableau numéro 1, qui comporte 4 colonnes, qui comporte 8 lignes. Vous voyez que dans ces 4 colonnes, on a sélectionné les 3 premières. Ensuite, on va faire tourner d'une planche à l'autre. À l'intérieur des cellules, on a écrit les 8 combinaisons que l'on peut réaliser à partir de L1, U1, L2, U2, L3, U3. On va remplacer L1, L2, L3, U1, U2, U3 par les valeurs des contraintes, attention, qui ont été ajustées. Je vous rappelle qu'il y avait une incompatibilité dans le système initial proposé par McLean-Anderson. Et comment va-t-on faire pour remplir la colonne 4? Eh bien, on va chercher la valeur qu'il faut affecter à X4, de telle sorte que, c'est ce que vous voyez à l'écran ici, la somme des proportions des constituants soit égale à 1, puisque c'est la contrainte implicite relationnelle dans cette étude de cas. Et ensuite, vous pouvez prendre un crayon de couleur et repérer quelles sont les combinaisons qui définissent un sommet du domaine expérimental. La première combinaison ne peut pas définir un sommet du domaine expérimental. Pourquoi? Parce que la proportion du constituant 4 dépasserait la limite supérieure proposée par les experts, qui est de 8%. Les combinaisons 2 et 3, naturellement, forment des sommets du domaine. Et vous voyez, dès que l'on obtient des sommets, surtout quand on fait les calculs à la main, ou même avec un tableur, reporter immédiatement les coordonnées de ces sommets dans un petit tableau récapitulatif. Et ensuite, la combinaison 4, comme les combinaisons 6, 7, 8, ne peuvent pas définir des sommets. C'est bien des intersections de contraintes, mais elles sont en dehors du domaine expérimental, puisque vous avez des proportions négatives. Au même titre, le constituant 5, la valeur 0,20 n'est pas comprise entre 3% et 8%. Donc c'est une intersection de contraintes, mais elle ne forme pas un sommet. Donc cette méthode qui peut générer des doublons, on va le voir par la suite, alors jamais au sein d'un même tableau, mais d'un tableau à l'autre, nous permet, lors de cette première application, d'obtenir 2 sommets. On va faire la même chose, on va faire 4 fois cette méthode. On va faire la même chose en remplissant les colonnes dédiées à X1, à X2, à X4, à partir des valeurs L1, L2, L4, U1, U2, U4, et on va prendre la machine à calculer, ou faire de tête le calcul, de telle sorte que la valeur associée à X3 permette de satisfaire la contrainte relationnelle. Somme de Xi est égale à 1. Coloris en vert ce qui peut être considéré comme un sommet, mais attention, je vous l'avais dit, la méthode pour proposer des doublons, d'où l'intérêt d'avoir un petit tableau récapitulatif qui éviterait ici de recopier la première combinaison 0,4, 0,10, 0,47, 0,03, puisque c'est déjà le sommet 1. Par contre, ce tableau vous permet de générer 3 autres sommets que vous voyez apparaître. On va naturellement appliquer la même démarche pour ajuster la proportion du constituant 2. Donc on remplit les colonnes X1, X3, X4. Application numérique, la méthode génère encore des doublons, mais permet de générer encore des sommets supplémentaires. Nous sommes arrivés à 8 sommets. Alors quand on sait à l'avance, parce qu'on a utilisé les formules proposées par Crozier, quand on a fabriqué la maquette, quand on sait qu'il y a 8 sommets, on pourrait s'abstenir ici de remplir le tableau numéro 4.
Bon, si vous avez été réticent à fabriquer la maquette ou si vous avez été réticent à utiliser les formules de calcul du nombre de sommets proposées par Crozier en 1984, eh bien, vous allez remplir le 4e tableau, remplir la colonne X1 pour vous apercevoir eh bien, que vous ne générez pas de sommets supplémentaires puisque les 2 seuls sommets générés par ce 4e tableau font partie des doublons. Vous les aviez déjà dans votre tableau récapitulatif des sommets. Alors, quelle est un peu la limite de la méthode de calcul? Bien, prenons l'exemple, si vous aviez 5 constituants. Si vous aviez 5 constituants, il vous faudrait faire 5 tableaux. 5 tableaux de 16 lignes. Et je vous rappelle que dans ce tableau, il n'y a qu'une seule colonne qui donne lieu à des calculs. Donc, vous allez avoir 16 calculs à faire par tableau. 5 x 16, ça fait 80 calculs à faire. Si vous avez 6 constituants, si vous avez 6 constituants, vous allez faire 6 tableaux. Ah, mais attention, ça va faire 6 tableaux de 32 lignes. 32 lignes, ça rentre encore dans une grande feuille de papier. Et vous allez faire combien de calculs? Finalement, pas tant que ça. Vous allez remplir par calcul qu'une seule colonne de ces tableaux. 32 calculs à faire par tableau, x 6. 32 x 6, ça fait un petit peu moins de 200 soustractions à faire, sachant qu'on voit très rapidement qu'il y aura des proportions négatives, il est inutile de les calculer dans ce cas-là. Donc vous voyez, jusqu'à 6 constituants, vous pouvez faire quelque part les tableaux à la main. Au-delà, j'en conviens, ça devient un exercice un petit peu pénible et il faudra mieux faire appel à un logiciel de calcul. Mais si vous n'avez pas un logiciel sous la main, en fabriquant des petits tableaux, en les dupliquant au photocopieur pour éviter de tracer des traits sans arrêt, en fait, il suffit de remplir de façon méthodique et de faire quelques soustractions pour obtenir, alors d'une part, le nombre de sommets si vous ne le connaissez pas, et d'autre part, les coordonnées de ces sommets. Vous allez voir que les coordonnées des sommets sont des points très très intéressants. Donc, récapitulatif, on va mettre avec ma numérotation les sommets dans un tableau et c'est ce que vous voyez apparaître ici à l'écran. On a identifié les proportions des constituants qui définissent les 8 sommets du domaine expérimental. Je n'ai pas dit pour le moment que ces sommets vont constituer des expériences, mais on sent bien que quand on veut explorer un domaine expérimental, eh bien on va essayer de s'éloigner le plus possible dans toutes les directions et que les sommets vont peut-être être des points privilégiés pour l'exploration du domaine. Dès que vous avez calculé les coordonnées des sommets, calculez le centre du domaine. Pour calculer le centre du domaine, ce n'est pas très très compliqué, il suffit de calculer la moyenne des coordonnées des sommets. Alors attention, à partir de maintenant, vous allez, si vous faites les calculs en parallèle de ces petits films pédagogiques, j'ai adopté des arrondis ou des troncatures d'affichage de façon à garder de la lisibilité à l'écran. Donc attention, il y a un petit peu plus de décimales que ce que vous voyez apparaître à l'écran. Vous avez des arrondis d'affichage. Et donc pour calculer le centre du domaine, que j'ai appelé CDG, il suffit de faire la moyenne, colonne par colonne, des coordonnées des sommets. Alors naturellement, plus le nombre de constituants augmente, plus le nombre de sommets peuvent devenir grands. Et People, en 1983, a écrit un article pour calculer des pseudo-centres quand on ne veut pas calculer les coordonnées de tous les sommets. Mais ce qu'il faut retenir en tant qu'expérimentateur, c'est que l'expérience au centre du domaine est capitale, notamment lorsqu'on cherche des modèles de degré 2, c'est ce point-là qui va permettre de gouverner un petit peu la courbure et l'orientation des courbures. Donc il faut absolument faire une expérience au centre du domaine. Alors, c'est ce qui est représenté ici. On pourrait se contenter de faire ce maillage. Ah, mais ce serait un peu insuffisant. Pourquoi? Parce que si vous retenez uniquement les 8 sommets et le centre, vous allez faire 9 expériences. Et il faut en faire au moins 10 expériences et distinctes de surcroît pour estimer les 10 coefficients de votre modèle. Donc se limiter aux coordonnées des sommets et du centre serait dans cette étude-là insuffisant. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez pas estimer les coefficients du modèle. Il va donc falloir densifier le maillage expérimental. On va voir comment. Mais dès que vous êtes arrivé à cette étape, et ça les logiciels ne vous le proposent pas systématiquement, voire pas du tout, ce que je vous invite à faire, c'est de faire 2 dessins. C'est de faire le graphe des distances. Alors puisque vous avez les coordonnées des sommets dans un tableau,
que vous avez les coordonnées du centre sur une ligne, calculez la distance, alors au sens de la distance euclidienne pour les plus anciens auditeurs, au sens de la distance L2 pour les plus mathématiciens et les plus modernes des auditeurs, ben vous allez calculer la distance euclidienne entre le centre et chacun des sommets. C'est ce que j'ai représenté ici par un diagramme en bâton vert. Pourquoi faire cela ? Bien, c'est pour se demander s'il n'y a pas un ou plusieurs sommets qui sont très éloignés dans une direction. On avait vu dans la partie court l'exemple d'une pointe de diamant, d'un domaine en forme de pointe de diamant, où un sommet est très éloigné de l'ensemble des autres sommets dans un polyèdre convexe, et ce qui fait qu'il va falloir densifier le maillage dans cette direction. Donc prenez pour habitude, dès que vous avez le tableau des sommets, qui soit calculé à la main ou proposé par un logiciel, de calculer tout de suite le centre et de faire de façon très très simple le graphe des distances en calculant la distance entre chaque sommet et le centre pour regarder si finalement il n'y a pas un ou deux sommets qui s'éloignent beaucoup plus que les autres du centre. Ici, bien, on voit des choses tout à fait logiques et je vous laisse le temps et le soin de vous apercevoir que les sommets 1 et 2, et repérez-les sur la maquette, ils sont situés en bas sur la face qui est vers nous, sont à la même distance du centre que les sommets 3 et 6. Les sommets 3 et 6, c'est les sommets que vous voyez en bas sur la maquette, mais situés sur la face arrière, sont aussi éloignés du centre, mais un petit peu moins que les sommets 1 et 2. Et puis vous pouvez faire la même chose avec les sommets 4 et 7 et les sommets 5 et 8. Donc finalement, la maquette, le graphe des distances vont vous conforter sur des maillages qu'il va falloir densifier peut-être plus intensément dans une zone ou dans une autre. Alors, toutefois, ce calcul des distances, que vous ne trouvez pas, je répète, de manière automatique dans les logiciels, est souvent supplanté par un autre calcul qui fait appel à un indicateur algébrique qui s'appelle un levier. Alors un levier, il faut l'interpréter comme le bras de levier d'une balançoire, et un levier, c'est quelque part la distance entre une expérience et le centre des autres expériences. Et ce que vous voyez à l'écran dans la partie inférieure, c'est une expérience où vous avez un seul x qui permet de décrire la variation d'une réponse y. Vous voyez que si vous faites abstraction de l'expérience qui est située plutôt à droite sur l'axe des x, l'expérience pour laquelle la valeur de x est la plus élevée, bien avec les expériences restantes, vous êtes loin de fabriquer un modèle puisque vous avez une distribution un petit peu homogène et isotrope des couples xi, yi. En fait, c'est cette expérience éloignée qui, si je peux dire, tire le modèle à elle. Si vous l'enlevez, bien naturellement, il n'y a plus de modèle. Eh bien, pourquoi cette expérience tire-t-elle le modèle vers elle? Eh bien, c'est parce qu'elle est toute seule éloignée dans une direction. Elle pèse énormément au sens de la mécanique. Et donc, cette notion de distance, quelque part, est traduite en algèbre lorsqu'on utilise, attention, un modèle de degré 1, ici mis sous forme canonique, va être traduite par les termes diagonaux de la matrice H. Alors, nous avions vu, et je vous invite à vous référer au chapitre qui s'appelle Aspect statistique. Nous avions vu l'origine de cette matrice H. On va revoir ici son utilité pour la qualité prédictive du modèle. Bien, partant de la matrice d'expérience, vous fabriquez la matrice du modèle. Ici, en présence d'un modèle de degré 1, c'est la même chose. Vous calculez la transposée, vous calculez la matrice d'information, vous calculez la matrice de dispersion, et enfin vous calculez la matrice H, c'est celle qui est en bas. Et sur cette matrice, ce qui va vous intéresser, c'est les termes diagonaux. Et les termes diagonaux, bien, c'est les leviers de chacun des mélanges, des n mélanges. Et si vous faites le graphe des leviers, je répète encore, en se basant sur un modèle de degré 1, des 8 sommets qui ont été définis par l'intersection des contraintes, voilà à quoi ressemble le graphe des leviers. Tiens, vous retrouvez la même remarque que précédemment. Les sommets 1 et 2 ont les leviers les plus importants, viennent ensuite les sommets 3 et 6. Ben oui, on voit où ils apparaissent sur la figure, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est de juxtaposer le graphe des distances et le graphe des leviers. Alors, si vous ne voulez pas calculer la distance euclidienne, mais avouez-le, c'est plus simple pour qui n'en a pas l'habitude de calculer des distances que
d'aller extraire des termes diagonaux d'une matrice que parfois on a du mal à mettre en œuvre avec un tableur, eh bien vous obtenez des similitudes très troublantes. Et donc pourquoi les statisticiens aiment-ils travailler avec des leviers? Parce que quand on a un levier qui est fort, eh bien il va falloir mailler plus intensément le domaine expérimental dans cette direction. Alors l'avantage des leviers par rapport aux distances, quel est-il? C'est que le levier c'est un indicateur mathématique qui varie entre 0 et 1, alors que la distance, elle peut varier entre 0 et quelque chose de très grand. Et l'avantage d'une variable qui varie entre 0 et 1, c'est qu'on est capable de mettre des normes, des bornes au-delà desquelles on va considérer que la distance est importante. Mais sans faire appel à ces bornes ou à ces normes, eh bien, vous avez tout de suite une idée de la distribution des sommets, des distances entre les sommets et le centre. Et ici, on voit qu'il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas une direction particulière de l'espace où on s'éloigne plus que dans une autre direction. Donc je vous invite fortement, après avoir fait la maquette du domaine expérimental, après avoir calculé manuellement ou avec un logiciel les coordonnées de tous les sommets du domaine, eh bien, de calculer à la fois le graphe des leviers et à la fois le graphe des distances. Le graphe des distances, calcul sous Excel ou un tableur permet de l'obtenir tout de suite. Le graphe des leviers, généralement, il est accessible à partir des logiciels. Attention, pour l'interpréter en tant que similitude avec le graphe des distances, postulez un modèle polynomial de degré 1. Alors, on a vu que ce maillage consacré par les sommets et le centre était insuffisant, puisqu'en fait, il ne permettait que de définir 9 mélanges et qu'il nous en faut au moins 10. Alors on pourrait dire, eh bien, on va calculer les milieux des arêtes. Alors comment fait-on pour calculer le centre de ces sous-espaces? On sait qu'il y a 12 arêtes. On va donc isoler les sommets qui forment une arête. Et la particularité d'une arête, eh bien, c'est qu'elle est toujours définie à partir de 2 sommets. C'est ce que vous voyez sur la figure. Par exemple, si vous isolez les sommets 1 et 2, vous allez pouvoir définir une arête. Attention, tous les couples de sommets ne définissent pas une arête. Comment se dire que 2 sommets définissent une arête? Eh bien, il faut qu'ils aient, en présence de 4 constituants, 2 coordonnées en commun. Ici, vous voyez que les sommets 1 et 2 ont 2 coordonnées en commun, x1 et x4. Comment fait-on? On moyenne les coordonnées, attention aux arrondis, et on obtient le centre d'une arête. Quand vous êtes en présence de 4 constituants, partant d'un sommet, par exemple le sommet 1, ben vous allez pouvoir définir 3 arêtes et pas plus. Donc dès que vous avez associé le sommet 1 à 3 autres sommets, ce n'est pas la peine de continuer d'explorer le tableau des sommets, vous ne trouverez pas eh bien, d'autres arêtes définies à partir du sommet 1. C'est de la géométrie élémentaire. Donc voilà le milieu de l'arête 0,2. Ah tiens, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'arête 0,2, elle est beaucoup plus courte que l'arête que j'ai baptisée A indice 0,1. Donc expérimentalement, que choisiriez-vous entre ces 2 milieux d'arêtes? Si on veut mailler uniformément le domaine, on le conçoit. Et économiquement, on prendra plutôt le milieu des arêtes les plus longues. Et enfin, une 3e arête qui est définie à partir des sommets 1 et 4. Et donc de la même façon, alors je vais pas vous présenter les 12 calculs de milieu d'arête, eh bien, vous pourriez proposer ce maillage qui serait défini à partir des 8 sommets, à partir du centre et à partir des 12 milieux d'arête. Alors, c'est peut-être un peu dommage de dépenser de l'argent sur des arêtes qui sont courtes, avec une expérience, et que les arêtes que vous voyez apparaître à l'écran comme étant les plus longues, on puisse se contenter uniquement du milieu d'arête. On pourrait les découper plus finement. Donc en fait, les milieux d'arête vont pas être des points qui sont très judicieux à choisir. On va voir qu'il vaut mieux préférer le centre des faces. Pourquoi? Parce que le centre d'une face est plus éloigné des sommets qui définissent cette face que les milieux des arêtes qui forment la face. On va le voir, vous le voyez à l'écran, et on va le voir bien dans le cas particulier de cet exemple. Donc, quand on veut faire les calculs à la main, avant de calculer les milieux des arêtes, commencez par calculer eh bien, le centre des faces. Et si vous devez rajouter des milieux d'arêtes, parce que vous n'avez pas encore assez d'expérience, eh bien, rajoutez le milieu des arêtes les plus longues. C'est pour ça que dans leur publication de 1966, eh bien, McLean Anderson propose de calculer les longueurs d'arêtes et de rajouter, si besoin, eh bien, les centres des arêtes les plus longues. Alors, comment fait-on pour calculer le centre d'une face? Eh bien, on va isoler un sous-ensemble de sommets
Alors attention, on ne peut pas savoir à l'avance le nombre de sommets qui forment une face. Ici, dans l'exemple de McLean-Anderson, vous voyez sur la maquette, tiens, encore une fois, la maquette nous sert beaucoup, on voit que toutes les faces sont définies à partir de 4 sommets. On sait qu'il y a 6 faces, donc en fait, on va extraire 4 sommets chaque fois. Et quelle est la particularité de ces sommets? Bien, c'est qu'ils ont une coordonnée en commun. Alors, par exemple, j'ai extrait du tableau de sommets les 4 sommets qui ont pour coordonnée en commun 0,4 et j'ai calculé la moyenne et donc vous voyez apparaître le centre de la face 1 qui est tout à fait en bas et dont on voit, si on considère cette face 1, que le centre est plus éloigné des 4 sommets, SE1, SE2, SE3, SE6, que le milieu d'arête entre SE1 et SE3 par exemple. On va faire la même chose avec la face 2, on va faire la même chose avec la face 3. Je vais relativement vite, mais il n'y a pas de difficulté. Je vais faire la même chose avec la face 4 et je vais faire la même chose avec les faces 5 et la face 6, c'est celle qui est à l'arrière de la figure. Et donc, j'ai défini jusqu'à présent, de façon empirique, les centres de chacun des sous-espaces comme pouvant être des mélanges intéressants pour la campagne expérimentale. C'est ce qu'on appelle des mélanges candidats. Voilà. Donc, si à la limite, je ne veux pas faire une sélection de ces mélanges, je suis en présence ici de 8 sommets, de 12 milieux d'arête, de 6 centres de face et d'un centre du domaine, très important. Je suis donc en présence de 8 et 12, 20, 26, 27 mélanges. Si j'ai de l'argent et du temps, je vais réaliser ces 27 expériences, sachant quand même que je n'ai que 10 coefficients à estimer dans un modèle polynomial de degré 2. Donc, si pour estimer 10 coefficients vous faites 27 mélanges, il faut peut-être aussi revenir à des critères économiques en se disant que le nombre d'expériences, si on veut que la méthode soit utilisable dans l'industrie, il faut que le nombre d'expériences soit relativement proche du nombre d'inconnus. Et donc c'est pour ça que McLean et Anderson vont essayer de sélectionner un sous-ensemble de mélanges. Et donc on va répondre à la question maintenant, quel mélange doit-on réaliser pour estimer les 10 paramètres de ce modèle? Alors McLean et Anderson ont dit pour pouvoir définir déjà le nombre, on utilise un modèle polynomial de degré 2 et on sait qu'il y a 10 coefficients dans notre cas. Ils ont proposé de retenir tous les sommets. Alors attention, la stratégie de McLean-Anderson, je répète, fonctionne bien, et même parfois mieux que des maillages algorithmiques, pour des mélanges présentant 3, 4, 5, de temps en temps 6 coefficients. Au-delà, il faut absolument utiliser d'autres méthodes. Mais si vous êtes dans ce contexte, 3, 4, 5 et de temps en temps 6 constituants, notamment quand, en présence de 6 constituants ou de 5 constituants, il n'y a pas beaucoup de sommets, vous réalisez tous les sommets. Vous supprimez les milieux des arêtes. On a expliqué pourquoi, parce qu'il vaut mieux retenir les centres de face, et s'il n'y a pas assez de centres de face, rajouter en priorité les milieux des arêtes les plus longues pour essayer d'uniformiser le plus possible le maillage. Ce n'est pas la peine de s'intéresser aux hyperfaces, sauf si l'on manque de mélange candidat, ce qui est à mon sens pas le cas lorsqu'on n'a pas plus de 5 ou 6 constituants. Et donc voilà la recette, entre guillemets, proposée par McLean et Anderson en 1966. Vous pensez bien qu'en 1966, on ne calculait pas le graphe des leviers aussi facilement qu'on peut le faire aujourd'hui avec Excel. Et donc c'est ce qu'on appelle une méthode de maillage empirique, parce qu'ils se sont basés sur du grand bon sens et du grand bon sens expérimental pour proposer une couverture la plus uniforme possible du domaine expérimental, sans que celle-ci soit difficile à calculer. Il fallait pouvoir mettre en œuvre à l'époque les calculs, et il faut que cette couverture provoque un nombre de mélanges économiquement réaliste par rapport aux besoins des expérimentateurs, qui, je le rappelle, doivent absolument faire le centre du domaine dans leur campagne expérimentale, même si les logiciels ne le proposent parfois pas. Récapitulatif, voilà quelle est l'allure du maillage proposé par McLean-Anderson. 8 sommets, vous voyez que j'ai grisé les milieux des arêtes, je les ai éliminés. 6 centres de face, 1 centre du domaine. Il faut réaliser au moins 10 mélanges distincts. Que va-t-on faire? On va réaliser 15 mélanges. Et donc la construction, ce qu'il faut retenir, c'est que la construction d'un plan d'expérience est toujours l'aboutissement d'une démarche méthodologique. Je répète qu'on a postulé qu'il était utile de trouver un modèle qui décrive
la variation de l'intensité lumineuse. Ce modèle doit être le plus représentatif possible de ce qui se passe dans un domaine expérimental, qui est ici un polyèdre convexe. Et la caractérisation du polyèdre convexe d'une part et le choix d'un modèle polynomial d'autre part a permis d'arriver quelque part à ce compromis entre le nombre minimum de mélanges à faire et le nombre de mélanges distincts qui ont été retenus par les expérimentateurs. Donc, alors ce coup-ci avec plus de décimales, voilà la liste des 15 mélanges que vous allez vous apprêter à faire, ou du moins que les auteurs en 1966 ont mis en œuvre pour caractériser l'intensité lumineuse. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, eh bien, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Avant de faire des expériences, et surtout vous en stage ou en entreprise, demandez-vous si les 15 expériences qui sont là vont vous permettre d'une part de calculer les coefficients du modèle et d'autre part de calculer la qualité prédictive du modèle. Alors en effet, vous espérez que le modèle vous permette de faire tourner la boucle et pour ça vous allez espérer que ce modèle présente la meilleure qualité prédictive possible. Et pour présenter la meilleure qualité prédictive possible, on reviendra sur cet abord-là, eh bien il faut qu'aucun des leviers, on a déjà parlé de ce qu'était un levier, associé à chacun des 15 mélanges, ne soit égal à 1 et ne s'approche pas trop près de 1. C'est ce que l'on va expliquer ici. Alors attention, le modèle, c'est un modèle ici de degré 2 que l'on va utiliser pour calculer le graphe des leviers, que j'ai représenté ici, en compartimentant sur l'axe horizontal les différents mélanges, d'abord les 8 sommets, ensuite les 6 centres de face et ensuite le centre du domaine. Pourquoi est-il important de faire ce graphe des leviers? On rappelle qu'il s'agit des termes diagonaux de la matrice H, et ça dans les logiciels, enfin pour les gens qui utilisent des solutions informatiques, vous allez les trouver, ils sont toujours stockés quelque part dans un tableur, donc on peut les exploiter directement. Faites-le de façon à voir s'il n'y a pas des leviers qui soient égaux à 1. Alors en effet, si un levier est égal à 1, c'est ce qu'on voit dans la petite équation qui est en bas à droite, que nous avons vu en cours dans les aspects statistiques, un levier égal à 1 conduit à une forme indéterminée, 1 sur 0. Et c'est quoi le terme que j'ai mis entre parenthèses? Eh bien c'est l'amplificateur 1 sur 1 moins HII de l'écart de description. EI, c'est l'écart entre les valeurs que vous avez mesurées et les valeurs restituées par le modèle. Et si vous voulez faire l'écart de prédiction, l'écart de prédiction, c'est l'écart de description multiplié par cet amplificateur. Et vous voyez que si par cas un levier était égal à 1, eh bien, vous ne pourriez pas calculer l'écart de prédiction, donc vous ne pourriez pas calculer la qualité prédictive du modèle. Si un levier est égal à 0,9, alors il y a des gens qui me disent 0,9 c'est beaucoup. Ben oui, mais 1 sur 1 moins 0,9, ça fait 1 sur 1 moins 0,901, ça fait 10. Vous multipliez par 10, si j'ose dire, vous ne multipliez que par 10 l'écart de prédiction. Donc quand on a des leviers qui, pour les plus importants d'entre eux, sont égaux à 0,90, vous n'amplifierez, entre guillemets, que par 10 sur ces points-là, les écarts de description. Par contre, si vous avez des leviers qui sont égaux à 0,99, bien sûr, ce n'est pas 1. Mais 1 moins 0,99, ça fait 0,01. Au dénominateur, ça va donner une amplification de 100. Et là, ça devient un peu contraignant. Donc l'objectif de cette approche, c'est de s'assurer qu'à posteriori, on n'amplifiera pas trop, les écarts de description pour calculer la qualité prédictive du modèle. Et là encore, c'est méthodologique. Prenez le temps, avant de faire des expériences. Le graphe des leviers ne dépend que du choix du modèle et du plan d'expérience que vous vous apprêtez à mettre en œuvre. Il ne dépend pas des valeurs des réponses. Donc prenez le temps de regarder, d'analyser le graphe des leviers. Si vous avez des leviers qui vous paraissent importants, comme les sommets 1, les sommets 2, peut-être le sommet 6, la façon la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus intéressante industriellement, c'est de les répéter. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le levier, c'était quelque part un poids. Si vous répétez l'expérience, en gros, vous allez diviser le levier par 2. Mais répéter les expériences en milieu industriel, c'est peut-être réobtenir une information qu'on a déjà. Ça veut dire qu'il faut aller densifier les expériences
près de SE1, près de SE2 et près de S6 et près de SE3. Donc vous voyez, si vous deviez rajouter des expériences, il faut les rajouter dans la zone où les leviers sont les plus forts. Alors bien sûr, c'est une dépense supplémentaire, mais il vaudrait mieux, ça paraît logique en regardant la figure, les rajouter dans le plan inférieur de cette figure, en retenant peut-être les deux milieux des grandes arêtes. Donc vous voyez que cette démarche, c'est finalement quelque chose qui fait appel à du grand bon sens et de la géométrie avant de faire appel à des indicateurs algébriques. Et donc, en présence de 3 ou de 4 constituants, chacun doit pouvoir y arriver. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence qui était un peu importante, mais néanmoins incontournable, puisqu'elle produit la liste des expériences qu'on va faire. Donc, je vous rappelle qu'en présence d'un polyèdre convexe, dont on avait caractérisé la géométrie au travers du nombre de sommets, du nombre de faces et du nombre d'arêtes, en postulant un modèle polynomial de degré 2, eh bien, on a vu qu'il était nécessaire de faire au moins des expériences. Et la géométrie nous a permis de retenir de façon assez simple ici les 8 sommets du domaine, que l'on a complété toujours par le centre du domaine. D'ailleurs, s'il y a une expérience à répéter, d'un point de vue connaissance industrielle, c'est plutôt le centre du domaine, même si d'un point de vue des leviers, ça n'apporte pas grand-chose. Et on a complété ce premier maillage avec les 6 centres de face, soit 15 mélanges. Voilà. Donc nous avons fini cette séquence, et on a quelque part fini la partie que l'on désigne en anglais sous le nom de Design of Experiments. On a conçu une campagne expérimentale. Quelles expériences, combien d'expériences dois-je mettre en œuvre pour atteindre quel objectif? Je rappelle ici que vous souhaitez maximiser l'intensité lumineuse, observée à partir d'un mélange de 4 constituants, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium, du magnésium et un liant, de façon à optimiser cette intensité lumineuse destinée à des torches de sécurité dans le monde ferroviaire. Ça va coûter 15 expériences. Vous connaissez maintenant la nature de ces expériences et vous savez que vous pourrez calculer, peu importe sa qualité, l'équation du modèle qui, si cette équation se révèle descriptive et prédictive, devrait vous permettre de trouver indirectement un optimum, puisque vous faites appel à une équation mathématique. Voilà, donc je vous remercie de cette attention pour la fin de cette grande première partie consacrée à la définition de la campagne expérimentale, et on va pouvoir poursuivre à partir de l'expérimentation et de l'analyse des résultats expérimentaux dans la suite des séquences. Merci encore de votre attention.